Chers élèves, il est temps de reprendre le cours de français, mais pas comme ça. Comme ça. Aujourd'hui, nous étudions l'entrée thématique 3, la séance 7. Je vous rappelle qu'il s'agit du passage qui commence à « Ne vous tourmentez point, mon père, et n'accusez personne » à « Anselme ». D'accord, allons jouir de l'allégresse que cet heureux jour nous procure. Je vous laisse donc regarder cet extrait vidéo. Ne vous tourmentez point, mon père, et n'accusez personne. J'ai découvert des nouvelles de votre affaire, et je viens ici pour vous dire que si vous voulez vous résoudre à me laisser épouser Marianne, votre argent vous sera rendu. Où est-il? Ne vous en mettez point en peine. Il est en lieu dont je réponds, et tout ne dépend que de moi. C'est à vous de me dire à quoi vous vous déterminez, et vous pouvez choisir. Ou de me donner Marianne, ou de perdre votre cassette. N'en a-t-on rien noté? Rien du tout. Voyez si c'est votre dessein de souscrire à ce mariage, et de joindre votre consentement à celui de sa mère, qui lui laisse la liberté de faire un choix entre nous deux. Et vous ne savez pas que ce n'est pas assez que ce consentement, que le ciel, avec un frère que vous voyez, vient de me rendre un père dont vous avez à m'obtenir. Le ciel, mes enfants, ne me redonne point à vous pour être contraire à vos vœux. Seigneur Harpagon, vous jugez bien que le choix d'une jeune personne tombera sur le fils plutôt que sur le père. Allons, ne vous faites point dire ce qui n'est pas nécessaire d'entendre, et consentez ainsi que moi à ce double hyménée. Il faut, pour me donner conseil, que je voie ma cassette. Vous la verrez, saine et entière. Je n'ai point d'argent à donner en mariage à mes enfants. Eh bien, j'en ai pour deux, que cela ne vous inquiète point. Vous obligerez-vous à faire tous les frais de ces deux mariages? Oui, je m'y oblige. Êtes-vous satisfait? Oui, pourvu que pour les noces, vous me fassiez faire un bel habit. D'accord. Voici vos questions. À quel chantage Cléante se livre-t-il auprès de son père? Et dans quel but? À vous d'y répondre. Deuxième question. Quel est le dénouement de la pièce? Le dénouement, ça veut dire la fin. Quand toutes les choses se dénouent et quand tous les problèmes disparaissent. Ce dénouement, vous l'avez compris, il n'est absolument pas vraisemblable. Il ne ressemble pas du tout à une situation de vie réelle. Il est très peu probable qu'un frère et une sœur soient amoureux en même temps de deux personnes qui sont elles-mêmes frères et sœurs et qui découvrent qu'elles sont frères et sœurs et que tout d'un coup, un père surgit de nulle part, apparaisse pour résoudre tous les problèmes. On appelle cela un coup de théâtre, vous le savez. En latin, on appelle cela le Deus ex machina. C'est le Dieu qui sort de la machine à un moment totalement improbable au cours d'une pièce de théâtre. Cette invraisemblance, c'est un des ressorts des comédies de Molière et il s'est inspiré en cela de l'Antiquité également. Cette scène, c'est une scène que l'on appelle une scène de reconnaissance. Il y a un personnage qui arrive au bon moment pour permettre les deux mariages. Qui est-ce? Anselme est là pour dénouer la situation tendue, pour mettre fin au rapport de force engagé entre le père et le fils sur cette question du mariage avec Marianne. Question suivante. Dans quelle scène avait-il déjà été question d'Anselme? Le spectateur avait entendu parler d'Anselme dans le deuxième extrait du corpus, un père tyrannique. C'était l'acte 1, scène 4, que nous avions déjà étudié ensemble. Harpagon annonçait à sa fille, Élise, qu'il serait son mari. Il était alors présenté comme un homme veuf et riche. Vous savez qu'il n'a pas plus de 50 ans. En termes d'âge, il est plus logique qu'il soit le père de Valère et de Marianne plutôt que le mari d'Élise. Harpagon et Anselme. Quelle est la position d'Anselme par rapport au mariage forcé? Est-il pour ou contre? À vous.
Heureusement, Anselme ne prétend pas prendre une épouse par force. Il est contre le mariage forcé. Il ne veut pas être contraire aux vœux de ses enfants retrouvés. Il ne veut pas s'opposer à leur volonté. Il conseille à Harpagon de consentir, ça veut dire d'être d'accord avec ces deux mariages entre les 4 jeunes gens qui s'aiment. Consentez ainsi que moi à ce double hyménée. Le mot hyménée ou hymen, au XVIIe siècle, cela veut dire le mariage. Et quelle est sa position par rapport à l'argent? Qu'en pense-t-il? Ce qui est de l'argent, il apparaît très généreux, puisqu'il annonce qu'il couvrira tous les frais de ces 2 mariages, ainsi que la dot des jeunes filles. Anselme donne de lui l'image d'un homme empli de sagesse et de bonté. Ouf! La position de la mère de Marianne est aussi contre le mariage forcé, car elle laisse sa fille décider, d'après ce que dit Cléante. Elle lui laisse la liberté de faire un choix entre nous deux, rapporte Cléante. Est-ce que, d'après vous, c'est la position de Molière, ou pensez-vous qu'il est pour les mariages forcés? On comprend que Molière a écrit cette pièce pour défendre la cause des jeunes gens de son temps qui veulent se marier par amour et non pour satisfaire les intérêts financiers de leur père et de leur famille. Anselme et sa femme incarnent le point de vue de l'auteur, et pas Harpagon, vous l'avez bien compris. Je vous demande de relier les personnages à leur profil. À vous. Il fallait bien évidemment relier Harpagon à père tyrannique et Anselme à père raisonnable. Quelle réplique montre qu'Harpagon est incorrigible dans son avarice? Harpagon est incorrigible dans son avarice. On le mesure dans les 4 dernières répliques où il déclare ne pouvoir faire face ni à la dot de sa fille, ni aux frais des mariages. Le comble de son avarice s'exprime quand il arrive à réclamer à Anselme de lui payer un habit, un bel habit, pour les noces de ses propres enfants. C'est l'heure du bilan. Dans la scène de permet un dénouement heureux. Anselme se trouve être le père de et la pièce se termine par l'annonce de 2 mariages d'amour. À vous. Il fallait bien évidemment répondre dans l'avare. La scène de reconnaissance permet un dénouement heureux. C'est le principe même des comédies d'ailleurs. Elles finissent toujours bien, contrairement aux tragédies qui finissent toujours mal. Anselme se trouve être le père de Marianne et de Valère, mais je crois que certains d'entre vous l'avaient compris dès le début. Je pense que sur votre marque-page, vous pouvez faire une petite flèche. Père de Marianne, père de Valère. La pièce se termine par l'annonce de 2 mariages d'amour. Que souhaite faire Molière dans l'Avare? Eh bien, tout simplement, il veut dénoncer l'autoritarisme des pères, c'est-à-dire faire preuve de trop d'autorité qui impose à leurs enfants un conjoint. Autour du mot dénouement. Le mot dénouement est formé du préfixe dé, du radical nous, qui vient du latin nodus, qui veut dire le nœud. Parfois, on a des nodules dans la gorge, ça veut dire qu'on a des petits nœuds, et du suffixe ment. Donnez le sens des mots dénouer, nouer et nœud dans les expressions suivantes. Évidemment, l'expression dénouer, s'élasser veut dire défaire les nœuds, de s'élasser. Quand les langues se dénouent, cela signifie que les gens se mettent à parler. Avoir la gorge nouée, c'est ne plus arriver à parler.
Le nœud de l'affaire, c'est le moment crucial d'une affaire. Les nœuds du mariage, ce sont les liens du mariage. Et une vitesse de 20 000 nœuds marins signifie à peu près 1852 mètres par heure. C'est la vitesse qui est utilisée par les bateaux. Je vous laisse regarder cette interprétation très contemporaine de l'Avare de Molière. Oh, comment? Prêtre, tu ne rougis pas de ton crime! De quel crime voulez-vous donc parler? De quel crime Infâme! Comme si tu ne savais pas ce que je veux dire! C'est en vain que tu prétendrais de le déguiser. L'affaire est découverte et l'on vient de m'apprendre tout. Mais comment abuser ainsi de ma bonté et s'introduire exprès chez moi pour me trahir, pour me jouer un tour de cette nature? Monsieur, puisqu'on vous a découvert tout, je veux point chercher de détour et vous nier la chose. Aurais-je deviné sans y penser? C'était mon dessein de vous en parler, et je voulais attendre pour cela des conjonctures favorables. Et puisqu'il est ainsi, je vous conjure de ne vous point fâcher et de vouloir entendre mes raisons. Quelle belle raison peux-tu me donner, voleur infâme? Ah, monsieur, j'ai pas mérité ces noms! Il est vrai que j'ai commis une offense envers vous. Mais après tout, ma faute est pardonnable. Mais comment pardonnable? Un guet-apens, un assassinat de la sorte! De grâce, monsieur, ne vous mettez point en colère. Quand vous m'aurez ouï, vous verrez que le mal n'est pas si grand que vous le faites. Le mal n'est pas si grand que je le fais, quoi. Mon sang, mes entrailles, Pandare! Votre sang, monsieur, n'est pas tombé dans de mauvaises mains. Je suis d'une condition à ne lui point faire de tort. Et il n'est rien en tout ceci que je ne puisse bien réparer. C'est bien mon intention et que tu me restitues ce que tu m'as ravi. Votre honneur, monsieur, sera pleinement satisfait. Il n'est pas question d'honneur là-dedans. Dis-moi, qui t'a porté à cette action? Hélas, me le demandez-vous? Mais oui, vraiment, je te le demande. Un Dieu qui porte les excuses de tout ce qu'il fait faire. L'amour. L'amour. Oui. Un bel amour, hein. Bel amour, ma foi, l'amour de mes louis d'or. Non, monsieur, ce ne sont point vos richesses qui m'ont tenté. C'est pas cela qui m'a ébloui. Et je proteste de ne prétendre rien de tous vos biens, pourvu que vous me laissiez celui que j'ai. Mais non, forêt de par tous les diables! Je ne te le laisserai pas! Non mais voyez quelle insolence de vouloir retenir le vol qu'il m'a fait! Appelez-vous cela un vol? Si je l'appelle un vol, un trésor comme celui-là! C'est un trésor. Il est vrai, et le plus précieux que vous ayez sans doute, mais ce ne sera pas le perdre que de me le laisser. Je vous le demande à genoux. Ce trésor plein de charme, et pour bien faire, il faut que vous me l'accordiez. Mais je ne ferai rien, mais qu'est-ce à dire cela? Nous sommes promis une foi mutuelle, et avons fait serment de ne nous point abandonner. Ah, le serment est admirable et la promesse plaisante! Oui, nous nous sommes engagés d'être l'un à l'autre à jamais. Ah, je vous en empêcherai bien, je vous assure! Rien que la mort ne nous peut séparer. Mais c'est être bien endiablé après mon argent! Je vous ai déjà dit que ce n'était point l'intérêt qui m'avait porté à faire ce que j'ai fait. Mon cœur n'a point agi par les ressorts que vous pensez. Et un motif plus noble m'a inspiré cette résolution. Ah, vous allez voir que c'est par charité chrétienne qu'il veut avoir mon bien, mais j'y donnerai bon ordre, et la justice Pandare effrontée me va faire raison de tout! Vous en userez comme vous voudrez. Me voilà prêt à souffrir toutes les violences qui vous plaira. Mais je vous prie de croire, au moins, que s'il y a du mal, ce n'est que moi qui en faut accuser. Et que votre fille en tout ceci n'est aucunement coupable. Mais je le crois, vraiment! Ce serait fort étrange que ma fille eût trempé dans ce crime. Mais je veux avoir mon affaire et que tu me confesses en quel endroit tu me l'as enlevé. Moi? Je ne l'ai pas enlevé, elle est encore chez vous. Ma chère cassette, elle n'est pas sortie de ma maison. Non, monsieur. Mais dis-moi un peu. Tu n'y as point touché, hein? Moi? Il touchait? Ah, vous lui faites tort aussi bien qu'à moi. Et c'est d'une ardeur toute pure et respectueuse que j'ai brûlé pour elle. Brûlé pour ma cassette? J'aimerais mieux mourir que de lui avoir fait paraître aucune pensée offensante. Elle est trop sage et trop honnête pour cela. Ma cassette trop honnête? Tous mes désirs se sont bornés à jouir de sa vue. Et rien de criminel n'est venu profaner la passion que ses beaux yeux m'ont inspirée. Les beaux yeux de ma cassette? Non mais il parle d'elle comme d'un amant d'une maîtresse. Dame Claude, monsieur, c'est la vérité de cette aventure. Êtes-vous peut rendre témoignage? Quoi, ma servante est complice de l'affaire? Oui, elle a été témoin de notre engagement.
Et c'est seulement après avoir connu l'honnêteté de ma flamme qu'elle m'a été à persuader, votre fille, de me donner sa foi et recevoir la mienne. Est-ce que la peur de la justice le fait extravaguer? Que nous brouilles-tu ici de ma fille? Je dis, monsieur, que j'ai eu toutes les peines du monde à faire consentir sa pudeur à ce que voulait mon amour. Mais la pudeur de qui? De votre fille! C'est seulement depuis hier qu'elle a pu se résoudre à nous signer mutuellement une promesse de mariage. Ma fille t'a signé une promesse de mariage? Oui! Comme de ma part, je lui en ai signé une. Un ciel, autre disgrâce! Écrivez, monsieur, écrivez! Rengrègement de mal, surcroît de désespoir. Allons, monsieur, faites le dû de votre charge et dressez-lui-moi son procès comme larron et comme suborneur. Ce sont des noms qui ne me sont point dus. Ah. Et quand on saura qui je suis... Ah! Fille scélérate! Fille indigne d'un père comme moi. C'est ainsi que tu pratiques les leçons que je t'ai données. Tu te laisses prendre d'amour pour un voleur infâme et tu lui engages ta foi sans mon consentement. Et vous serez trompés, l'un et l'autre. 4 bonnes murailles me répondront de ta conduite et une bonne potence me va faire raison de ton audace. Ce ne sera pas votre passion qui jugera l'affaire. Et on m'écoutera au moins avant que de me condamner. Je me suis abusé de dire une potence. Et tu seras roué tout vif. Ah, mon père, prenez des sentiments un peu plus humains, je vous prie. Et n'allez point pousser les choses dans les dernières violences du pouvoir paternel. Ne vous laissez point entraîner au premier mouvement de votre passion. Et donnez-vous le temps de considérer ce que vous voulez faire. Prenez la peine de mieux voir celui dont vous vous offensez. Il est tout autre que vos yeux ne le jugent. Et vous trouverez moins étrange que je me sois donné à lui lorsque vous saurez que sans lui, vous ne m'auriez plus il y a longtemps. Oui, mon père, c'est celui qui me sauva de ce grand péril que vous savez que je courus dans l'eau et à qui vous devez la vie de cette même fille dont... Tout cela n'est rien. Et il valait bien mieux pour moi qu'il te laissât noyer que de faire ce qu'il a fait. Mon père, je vous conjure par l'amour paternel... Non! Non! Je ne veux rien entendre et il faut que la justice fasse son devoir. Tu me paieras mes coups de bâton. Voici un étrange embarras. Ne vous tourmentez point, mon père, et n'accusez personne. J'ai découvert des nouvelles de votre affaire, et je suis venu ici pour vous dire que si vous voulez vous résoudre à me laisser épouser Marianne, votre argent vous sera rendu. Où est-il? Ne vous en mettez point en peine. Il est en lieu dont je réponds et tout ne dépend que de moi. C'est à vous de me dire à quoi vous vous déterminez. Et vous pouvez choisir ou de me donner Marianne, ou de perdre votre cassette. N'en a-t-on rien noté? Rien du tout. Voyez si c'est votre dessein de souscrire à ce mariage et de joindre votre consentement à celui de sa mère, qui lui laisse la liberté de faire un choix entre nous deux. Il faut, pour me donner conseil, que je voie ma cassette. Vous la verrez, saine et entière.
Moi, je préfère quand, au théâtre, il y a des beaux habits d'époque, des belles robes, et qu'on peut se déguiser, ça fait plus spectacle. Et puis en plus, c'est plus crédible. Eh bien moi, je préfère le théâtre contemporain. En effet, les thématiques abordées par le théâtre sont universelles et elles sont valables aussi bien à l'époque antique que maintenant. Même au XVIIe siècle, les parents s'opposent aux enfants, les enfants s'opposent aux parents. Et parce que les thèmes du théâtre sont universels, il est plus facile de les faire figurer avec des habits actuels, de façon à faire comprendre que Molière a déjà parlé de ces problèmes-là à son époque. De toute façon, tu es tout le temps en train de râler.
Finalement, le théâtre, qu'il s'agisse d'hier ou d'aujourd'hui, il est toujours valable. Et on trouve toujours plaisir à regarder ces comédiens qui nous racontent des histoires que nous vivons au quotidien. Oui, parce que finalement, tous ces problèmes du XVIIe siècle, ce sont des problèmes contemporains. On les retrouve encore aujourd'hui, les difficultés de relations entre les parents et les enfants. Donc finalement, qu'on soit habillé à la mode du XVIIe ou à la mode de maintenant, ça revient au même. Mais j'espère que vous, de votre côté, vous parvenez à surmonter ces problèmes.